Ok, donc aujourd'hui, je vais vous présenter les méthodes biostatistiques pour une analyse plus précise en bioclinique. Mais comme moi, je préfère en réalité l'appeler, je vais vous expliquer comment comprendre les nombres derrière les nombres. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on sait tous probablement ou pas, c'est que chaque résultat de laboratoire cache un secret. Et qu'est-ce que je veux dire par là? On a une illusion de la précision en médecine de laboratoire, c'est-à-dire qu'on donne un résultat comme la glycémie mesurée est 226 mg par décilitre, mais en réalité, qu'est-ce que cette mesure signifie vraiment? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une valeur vraie, une valeur biologique, et la mesure n'est jamais qu'une estimation de cette valeur vraie. Et donc, quand on obtient un résultat de mesure, il y a un côté très trompeur de ce nombre ou de ces nombres précis. Et donc, le scénario d'impact clinique réel, c'est que vous obtenez donc cette mesure qui, pour indication, indiquerait dans ce cas-ci un seuil de diabète. Donc, on aurait effectivement une personne avec ce résultat pourrait être diabétique. Sauf que si on ajoute une mesure d'incertitude, le scénario pourrait changer complètement selon le contexte clinique du patient ou de la patiente. Et donc, comprendre en fait cette mesure d'incertitude, d'où est-ce qu'elle vient et qu'est-ce qu'elle signifie, c'est le but de ma présentation, ou en tout cas, c'est ce que je vais essayer de vous donner comme base et comme trucs et astuces ce soir. Et donc, on va commencer notre voyage en apprenant comment quantifier l'incertitude, ou comme je préfère l'appeler, les mathématiques du doute. Et on va commencer par quelque chose de souvent, comment dire, mal compris, qui est souvent piège, c'est l'intervalle de confiance à 95%, où se cache en réalité probablement la vraie valeur. Donc l'intervalle de confiance 95%, comment il est obtenu? Donc, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, on a une valeur vraie, on essaye d'estimer en mesurant cette valeur vraie, où est-ce qu'elle se trouve. Donc, on obtient une mesure. L'intervalle de 95%, qu'est-ce qu'il signifie? Il signifie que si jamais on mesure 100 fois une valeur, dans 95 des cas, on va trouver la vraie valeur dans cet intervalle. Elle serait dans cet intervalle. Et donc, comment est-ce qu'on obtient ça? Donc, on fait effectivement cette répétition de mesures 100 fois. Et si vous plottez, donc si vous faites un graphe de cette répétition de mesures, vous obtenez normalement ce qui s'appelle une distribution normale, donc c'est-à-dire une distribution qui va être centrée autour d'une moyenne. C'est-à-dire qu'elle est donc symétrique. Le, pour réussir en fait à obtenir les 95% de cette distribution, il suffit simplement de prendre l'aire sous la courbe de la distribution qui correspond à 95% de l'aire totale de votre distribution. Et dans ce cas-là, c'est cette valeur qui est trouvée à gauche et à droite de la distribution, de telle façon à obtenir cette R de 95%, est la valeur de 1,96. Donc ça correspond en fait à une valeur dans le cas où la distribution est centrée autour de 0. Et donc, dès lors, pour obtenir l'intervalle de confiance de 95%, il suffit de multiplier une incertitude type telle que, comme c'est présenté ici dans le graphe, l'écart type divisé par le nombre de fois que la répétition a été faite en racine carrée, et donc de multiplier ce résultat par 1,96, et ainsi donc vous obtenez cette mesure d'incertitude, cet intervalle de confiance à 95% qui vous permet donc de pouvoir estimer un intervalle où dans 95% des cas, vous trouveriez probablement la vraie valeur. En prenant un exemple plus concret, si on vous donne un cholestérol total, par exemple, de 2,1 grammes par litre et un intervalle de confiance 95% qui dit eh bien ça va de 1,95 à 2,25, l'interprétation de cette mesure est de dire qu'il y a 95% de chances que la vraie valeur se trouve entre 1,95 et 2,25. Pourquoi est-ce que c'est important? Si on estime qu'un cholestérol est élevé à partir de 2,
comprendre selon l'incertitude si le cholestérol est élevé ou pas, en sachant qu'en réalité, il y a une possibilité que le cholestérol réel, la valeur vraie, se trouve en dessous de cette valeur, peut être un élément important à savoir pour la décision clinique qui doit être prise derrière. Et c'est là que rentre vraiment en jeu le contexte clinique et le rôle du clinicien qui doit prendre en compte qu'il y a une incertitude de la valeur qui a été donnée par éventuellement le laboratoire. Et donc, il faut juste bien apprendre à ne pas interpréter de façon fausse l'intervalle de confiance, c'est-à-dire que l'intervalle dit qu'on a une confiance sur la localisation de la vraie valeur, ça donne une indication de la fiabilité de l'estimation et donc une zone d'incertitude de la mesure. Ce que ça ne dit pas, c'est une indication que le patient est malade ou pas, donc il n'y a pas 95% de chances que le patient soit malade, il n'y a pas 95% de probabilité diagnostique, ça ne donne pas une information sur la valeur en tant que telle, ou une indication sur les valeurs dans lesquelles se retrouvent les patients. En effet, une erreur assez courante qui est faite, c'est de confondre l'intervalle de confiance à 95% et les intervalles de référence. Donc c'est le fameux piège des 95%. Qui est aussi utilisé pour communiquer des résultats laboratoires, je vais dire, pour donner une indication. Donc, comment est-ce que c'est obtenu cet intervalle de référence? Prenons une population, donc normalement, la population, quelle qu'elle soit, saine, et de cette population, un certain nombre de personnes sont sélectionnées, et normalement en ordre de pouvoir avoir des gens de type différents, de telle façon à avoir vraiment une distribution qui représenterait la population. Et à nouveau, les résultats obtenus par ces personnes, normalement, lorsqu'elles sont mises dans un graphe, suivent à nouveau une distribution normale. Et donc, la plupart, et pas toujours, mais la plupart des intervalles de référence vont en fait communiquer comme intervalle de référence l'intervalle où 95% des mesures obtenues par les personnes saines sont donc communiquées. C'est-à-dire que l'intervalle de référence correspond aux mesures qui sont obtenues par 95% des patients. Mais cela veut donc dire également qu'il ne faut pas oublier que 5% des sujets sains obtiendraient, dans ce cas-là, des résultats dits anormaux. Et donc, c'est aussi quelque chose à tenir en compte lorsqu'on communique des résultats. C'est toujours de se dire, si jamais on fait un bilan sanguin et qu'on a 20 comment dire, 20 paramètres qui sont testés, 20 analytes qui sont testés dans cet examen sanguin, eh bien, il y a une probabilité du coup qu'au moins un de ces résultats soit statistiquement anormal selon les intervalles de référence. Donc, c'est aussi également quelque chose à toujours tenir en compte lorsqu'on travaille avec des intervalles de référence. Donc, toujours la grosse différence entre l'intervalle de confiance est une mesure de la fiabilité qu'on a dans la mesure donnée, tandis que l'intervalle de référence est plutôt une indication des 95% des résultats obtenus par 95% de la population. Et donc, je vous ai parlé d'incertitudes et puis instantanément d'incertitudes type. Une des incertitudes qui est communément utilisée pour mesurer l'incertitude est le coefficient de variation. Donc, le coefficient de variation, comment est-ce qu'il fonctionne? Donc, il est mesuré, il permet en fait de mesurer la variation sans unité d'une mesure donnée, de plusieurs mesures données, et ainsi de pouvoir comparer des différentes unités d'incertitude sans avoir un problème de grandeur. Donc, c'est calculé en utilisant l'écart type divisé par la moyenne. Donc, n'oubliez pas, pour petit rappel, que l'écart type est une mesure de dispersion. Donc, ça c'est calculé en regardant la distance entre chaque échantillon, chaque mesure et la moyenne, divisé par la moyenne fois 100. Et donc, pour illustrer un peu mieux qu'est-ce que je veux dire par le coefficient de variation, donc on peut simplement imaginer ici que je calcule le coefficient de variation sur
un test dit de répétabilité, c'est-à-dire qu'on va prendre 3 fois à la suite la mesure de glycémie d'un patient, d'une patiente. On va plotter ce résultat et donc on peut voir par exemple que dans ce cas-ci, on a une première mesure de 120, une deuxième mesure de 124 et une troisième mesure de 122. Mais dans ce cas-là, si on calcule le coefficient de variation, on a un coefficient de variation de 3%. Et donc maintenant que j'ai ce coefficient de variation, comment est-ce que je peux réussir à le transformer en quelque chose utile pour une mesure d'incertitude? Eh bien, il suffit de faire comme je vous ai montré un peu plus tôt avec l'intervalle de confiance. Il suffit en fait de prendre donc l'incertitude type qu'on a obtenue ici, qui est donc 3%, et de la multiplier par 1,96. Généralement, 1,96 est arrondi simplement à 2 et donc ainsi d'obtenir la mesure d'incertitude qui serait aussi ici de dire que l'incertitude est de plus ou moins 6% autour de la vraie valeur, donc autour de la mesure obtenue finalement. Et donc, bien sûr, si c'était aussi simple que ça, je ne serais pas en train de faire une explication un peu plus poussée sur l'incertitude de mesure. En réalité, l'incertitude de mesure telle qu'elle est faite en laboratoire, elle suit un guide ISO, donc qui est le guide de l'expression de l'incertitude de mesure, ou le GUM, donc qui a été produit pour la première fois en 1993. Et qu'est-ce que ce guide donne comme indication? Eh bien, d'abord, il dit observez votre mesure et essayez d'identifier chaque étape de comment cette mesure doit être faite et donc d'en identifier les incertitudes de chacune de ces étapes. Et donc, avec ça, vous pouvez observer qu'il existe différents types d'incertitudes. Il y a des incertitudes dites fixes. Il y a des incertitudes comme par exemple les incertitudes produites par une machine qui peuvent être données par une notice d'utilisation. Il y a des incertitudes, comme on l'a vu un peu plus tôt, qui vont être plutôt suivant une distribution normale. Donc, chacune de ces incertitudes, chacune de ces étapes vont donner en fait une certaine mesure d'incertitude qui est ensuite combinés ensemble. Donc généralement, l'incertitude standardisée est calculée en faisant la racine carrée des sommes des carrés des incertitudes. Et puis finalement, une fois que cette incertitude a été combinée et qu'on obtient donc cette espèce de combinaison d'incertitudes, de propagation des incertitudes. Alors pourquoi est-ce qu'on fait une propagation des incertitudes? C'est parce qu'on se dit que s'il y a une première incertitude qui se passe en amont de la mesure, eh bien, elle va continuer à influencer toutes les autres incertitudes en aval des étapes de la mesure. Et donc, une fois que cette incertitude combinée a été calculée, eh bien, on va l'élargir. Donc, on va à nouveau appliquer le même principe pour obtenir cet intervalle de confiance à 95%, pour ainsi donc faire avec ici le fameux facteur 2 qui a été cité un peu plus tôt, et ainsi obtenir le fameux résultat plus ou moins l'incertitude. Donc, d'où viennent ces incertitudes, particulièrement dans les mesures de laboratoire? Il existe 3 types d'incertitudes, 3 types de types d'étapes qui peuvent influencer les résultats. La première incertitude va être le type incertitude est plutôt préanalytique, c'est-à-dire le statut, la condition même du patient le jour où il vient faire le prélèvement, comme être en état de jeûne, avoir fait de l'exercice juste avant de venir faire son prélèvement, avoir pris certains médicaments. La condition du prélèvement, donc quel tube a été utilisé, le transport, la température à laquelle le tube a été exposé, et également l'idée d'une variation circadienne en fonction du moment de la journée où le prélèvement est fait. Le second type est plutôt analytique, donc c'est vraiment ce qu'il se passe au sein du laboratoire. Généralement, ce sont les incertitudes qui peuvent être mesurées, qui sont les incertitudes généralement quantifiées par les laboratoires lorsqu'ils communiquent finalement l'incertitude dans un résultat. Et cette incertitude est liée à la précision des instruments, à leur étalonnage,
aux différences entre les loads réactifs et les contrôles de qualité éventuellement, ou également les interférences, comme on a vu dans la présentation précédente, qui peuvent avoir un effet sur les résultats obtenus, et les effets de matrice. Et finalement, le dernier type d'incertitude est bien sûr plutôt une incertitude dite biologique, et qui est liée au type de personne qui fait, au type de patient, selon son âge, selon le sexe, selon l'ethnie de la personne, la variation intra-individuelle dans le temps, donc pas seulement durant la journée, en fonction de quand il va faire son prélèvement, mais également d'un mois à un autre, à quel moment pour une femme en particulier dans son cycle menstruel se trouve-t-elle, et finalement les différences inter-individuelles du normal, comme on l'a vu un peu plus tôt, les valeurs de référence, les intervalles de référence sont basés sur 95% généralement de la population, et on peut dévier de cette distribution, de cet intervalle de référence en se trouvant dans voilà, les fameux 2,5% qui se trouvent de chaque côté de la cloche des 95%, et donc pour peut-être obtenir cette divergence qui, quand on la combine et quand on la met dans un contexte clinique, peut parfaitement s'expliquer sans être nécessairement pathologique. Alors, le gros problème, généralement, quand on reçoit une incertitude, c'est comment est-ce qu'on doit l'évaluer. Alors, ce qui se passe, c'est que généralement, pour un analyte, on a une valeur seuil qui va aider à établir un diagnostic. Dans les meilleurs des cas, la valeur d'incertitude ne touche pas à cette valeur seuil et la prise de décision est assez claire et assez simple, c'est négatif, positif, élevé, bas, donc il n'y a pas de souci. Ce qui pose toujours problème, c'est quand on entre dans cette fameuse zone grise, c'est-à-dire que la valeur obtenue par le laboratoire, la mesure obtenue par le laboratoire, a sa mesure d'incertitude qui fait qu'on chevauche la valeur seuil, et donc c'est à ce moment-là que ça devient compliqué de prendre une décision. Compliqué. Ça devient plus difficile, peut-être moins clair de comment prendre une décision clinique pour le résultat obtenu en question. Et donc, par exemple, on reprend un exemple de nouveau sur la glycémie. Si vous obtenez une glycémie de 124, mais qu'on vous dit que éventuellement la mesure vraie en réalité pourrait se trouver entre 119 et 129 de glycémie, il n'est pas aussi sûr de pouvoir dire est-ce que la personne, dans ce cas-ci, dépasse le seuil décisionnel de 126 mg par décilitre, donc la personne est-elle diabétique ou pas. Et c'est là donc que rentre en compte c'est là qu'on perd la certitude diagnostique. Et donc, comment faire face à cela? Quand on a un résultat dans la zone grise, la première chose, la chose la plus importante, c'est toujours de prendre en contexte le contexte clinique du patient. Et donc, dans un cas de forte suspicion, bien, c'est assez clair, il suffit, entre guillemets, d'agir malgré l'incertitude. Par contre, dans un cas de faible suspicion, il vaut mieux répéter. Alors j'ai mis répéter ou surveiller, mais en réalité, surveiller est juste une autre forme de répétition. Elle est juste retardée. Et donc, dans ce cas-là, pour répéter ou surveiller, on peut se dire, selon l'importance du résultat, selon par exemple le manque de contexte clinique, le manque d'autres marqueurs, il est peut-être plus conseillé de répéter immédiatement la mesure, ou plutôt de surveiller et de dire eh bien, on peut attendre 2 mois, 3 mois, 4 mois, selon bien sûr l'urgence de la situation. Bien sûr, le dernier cas, c'est lors d'une incertitude persistante, c'est-à-dire qu'il est systématiquement difficile d'obtenir un résultat clair qui permet vraiment au clinicien ou au biologiste médical de pouvoir aider au diagnostic ou au compte rendu pour
le patient ou la patiente en question, il existe différentes façons de pouvoir combler à des incertitudes persistantes. C'est soit le conseil donc d'autres marqueurs qui pourraient aider alors à la décision, ou l'utilisation d'une méthode alternative pour mesurer l'analyte en question, qui pourrait par exemple être de conseiller vraiment une autre méthode, comme par exemple dans le secteur auquel j'appartiens, en hématologie, oncologie moléculaire, certains marqueurs peuvent être analysés soit par séquençage à haut débit ou par PCR digital. Et donc, ça reste un travail peut-être de instantanément prendre la décision de passer vers un certain conseil ou un autre. Et donc, dans ce cas concret de la zone grise, on pourrait se dire que pourrait se poser la question que monsieur ou madame X, avec ses 124 mg par décilitre, en réalité a toujours été asymptomatique, n'a pas d'antécédents familiaux, et donc dans ce cas-là, on pourrait plutôt opter pour une surveillance et de dire, eh bien, on va attendre 3 mois avant de retester pour voir si le résultat se confirme. Par contre, si on arrive dans un cas où cette personne a des antécédents familiaux, a des symptômes et a un IMC par exemple de 35, on pourrait se dire qu'effectivement nous sommes alors dans ce cas-là dans un diabète et il n'y a pas besoin de faire une répétition immédiate de la mesure du résultat. Tout ça pour dire que quand on est face à l'incertitude, l'arme, je vais dire, la plus efficace face à l'incertitude est en fait de l'accepter d'abord, mais surtout d'en fait l'utiliser pour peut-être pondérer grâce au contexte clinique le résultat obtenu et de peut-être se dire ben, finalement on va attendre avant de émettre un diagnostic définitif de pathologie ou pas. Et donc, ça nous amène aussi à comment réussir à communiquer l'incertitude en pratique clinique. Je ne suis pas clinicienne, donc ce que je vais vous donner sont plutôt des conseils, plus que des, comment dire, de vous ordonner comment faire. Mais le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de dépasser le normal et l'anormal. Donc, c'est-à-dire de se désolidariser en fait d'un langage binaire, de se désolidariser d'un positif, négatif, élevé, bas, même si c'est beaucoup plus simple à communiquer généralement, mais plutôt de se diriger vers ce résultat est compatible avec la normale, c'est probablement élevé, on est à la limite du supérieur. Donc, et de, en fait, communiquer eh bien, les mesures d'incertitude finalement. Non seulement aux cliniciens, aux biologistes médicaux, mais aussi aux patients. Alors, on veut bien sûr pas perdre les patients, on veut pas perdre les cliniciens, on veut pas perdre nos biologistes médicaux. Donc, il faut bien sûr adapter son discours selon son interlocuteur. Mais je pense que c'est important d'apprendre à savoir lire et à savoir utiliser ces incertitudes de mesure. Donc, par exemple, l'intervalle de confiance pour vraiment déterminer des zones grises, comprendre qu'est-ce qui se passe quand on veut dire qu'on a un coefficient de variation très élevé, qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est une mesure de dispersion, mais est-ce que c'est grave entre guillemets ou pas pour cette mesure en particulier? Comprendre voilà que c'est avoir cette incertitude permet en fait de moduler finalement les réponses. Les réponses dans un contexte clinique. Et donc avec les patients, et plutôt de dire ben, votre analyse est à la limite, on va peut-être devoir la refaire, les machines ont une petite marge d'erreur, c'est normal, le taux est proche de la normale, on va le surveiller. Et bien sûr, dans les comptes rendus, c'est important aussi de communiquer, ben, on est proche du seuil décisionnel, on chevauche, on est dans une zone grise, on recommande un contrôle dans X semaines, selon le type bien sûr de pathologie, et bien sûr ne jamais oublier de spécifier les résultats à interpréter selon le contexte clinique, car il aura dans ce cas-là, dans cette fameuse zone grise, il aura un poids très important dans la décision clinique. Donc, quels sont les messages à retenir pour cette présentation? Donc,
qui appeler quand dans le cas d'avoir un problème avec l'incertitude. Donc, si vous avez vraiment une question sur l'incertitude et comment est-ce qu'elle est calculée, il vaut mieux aller vous diriger vers les cadres scientifiques, généralement du secteur du laboratoire, où les biologistes médicaux sont souvent aussi impliqués, mais les cadres scientifiques sont responsables du développement des méthodes de laboratoire et donc seront à même de vous expliquer le comment du pourquoi cette mesure d'incertitude a été définie. Également, c'est des problèmes de récurrents de précision parce que tirer la sonnette d'alarme permet aussi aux cadres scientifiques et aux personnes du laboratoire à peut-être détecter s'il y a éventuellement un problème avec leurs analyses. Mais dans le cas plutôt de résultats inexpliqués, contradictoires selon le contexte clinique, des questions sur le choix de la méthode, l'interprétation des interférences et ce genre de choses, il vaut mieux vous adresser alors dans ce cas-là au biologiste médical. Donc, j'espère qu'avec ça, ce soir, vous avez appris que l'incertitude, c'est de l'information, c'est pas de l'ignorance. C'est pas qu'on ne connaît pas le résultat, c'est qu'on est, on préfère vous donner une probabilité et une fiabilité de la mesure. La zone grise existe dans tous les dosages, même s'il n'est pas nécessairement communiqué. Et